Quand je suis arrivée dans le service, on travaillait beaucoup. J'étais très motivée. C'était mon boss. C'était mon premier emploi. Ça a commencé dès l'entretien de recrutement, mais à l'époque, j'avais pas compris. Lui, c'était le chef du bureau, mais on était tous très proches en âge. C'était surtout des compliments. Du genre, pourquoi êtes-vous célibataire, Jeanne? Il était très tactile avec moi. Vous devez impressionner les hommes, Jeanne. Ça me mettait un peu mal à l'aise, mais j'osais pas forcément en parler. Ça a commencé avec des blagues homophobes et racistes. C'était contre moi. Il me donnait de plus en plus de travail et du coup, je terminais très tard. Il y avait souvent des boucles de mails qui circulaient, des images pornographiques. Il rentrait avec moi, il me proposait souvent d'aller dîner. Et en open space, on voit ce que les voisins reçoivent. Ça les faisait rire. Il y avait des rumeurs qui disaient que j'avais couché pour avoir mon poste. Je ne disais rien. Et mon boss faisait tout pour alimenter ces rumeurs. J'essayais de les ignorer. Cette jupe met particulièrement en valeur votre volupté, Jeanne, vous le savez. J'en ai parlé à personne. Il a commencé à faire des remarques dénigrantes sur mon petit ami de Et l'époque. puis il y a eu les textos déplacés pendant les réunions. J'allais au travail, la boule au ventre. J'avais honte. Nous, on pensait seulement qu'il avait un faible pour elle. D'ailleurs, on trouvait ça injuste qu'il lui donne toujours les dossiers les plus intéressants, mais bon, on a fini par croire qu'ils sortaient ensemble. Au moment de renouveler mon poste, il m'a proposé d'en discuter autour d'un verre. Avec les collègues, on a pris ça pour Un jour, il m'a convoqué dans son J'ai bureau. refusé. Il était debout au milieu de la pièce, il m'a lancé un regard. Il m'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai précipité sur moi, il m'a plaqué contre le mur, il a mis une main sur mon sein, crié, mais quand son est sorti, j'étais On est resté un peu tétanisée. après qu'elle soit partie. Alors, au bout d'un an et demi d'insomnie, et avec une dizaine de kilos en moins, j'ai fini par démissionner. J'ai rien vu, rien compris. J'ai pas pu toucher le chômage. Je sais qu'il a enchaîné pas mal de petits boulots, des CDD sans intérêt. J'ai perdu mon appart. Mais bon, vu le niveau du mec, il était quand même major de promo. Je suis retourné vivre chez mes parents. À la fin de ma mission qui n'a pas été renouvelée, je suis tombée en dépression. Mon couple n'a pas tenu. Quelques années plus tard, sa remplaçante a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Je suis allée au prud'homme et j'ai gagné. Et là, j'ai compris ce qui lui était arrivé. Je lui ai dit que je serais prête à témoigner, s'il décidait de porter plainte. J'ai aussi porté plainte pour harcèlement et pour agression sexuelle. Ma candidature n'a pas été retenue. Heureusement, je suis accompagnée dans mes démarches judiciaires et puis il y a le soutien de mes amis, de ma famille, de certains de mes anciens collègues aussi. Aujourd'hui, je commence à peine à retrouver l'envie de travailler. Ça m'aide beaucoup dans ma reconstruction. Le harcèlement sexuel au travail est encore trop souvent banalisé. Il ne doit plus être tabou. Victime ou témoin, la loi nous protège si nous parlons. Vous pensez avoir été victime de harcèlement sexuel au travail? Saisissez le défenseur des droits. Donc, bonjour à tous et puis merci de votre participation à ce webinaire d'InfoRisque. Donc, je suis François et j'ai le plaisir d'animer ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, InfoRisque est maintenant le média santé et sécurité le plus suivi de France. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Alors, je profite de l'occasion quand même pour vous rappeler que nos webinaires sont accessibles en rediffusion directement depuis le site inforisque.fr. Alors, sur lequel, en plus des webinaires, des actualités, des guides, vous retrouverez également des solutions de produits-services qui sont proposés par nos adhérents. Alors, cette semaine, nous avons comme sujet donc le harcèlement sexuel et agissement sexiste au travail, comment agir. Alors, ce webinaire a tout simplement pour objectif de mieux comprendre les comportements illicites pour mieux identifier et agir efficacement afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Alors, il se trouve que, concordance des dates, ceci va être aussi notre contribution à la Journée mondiale des droits de les femmes, qui est donc le 8 mars, ce samedi. Alors, pour traiter ce sujet essentiel, j'ai le plaisir de recevoir Cyrielle Lopez-Brizard, qui est psychologue du travail et ergonome pour Horizon Santé Travail, un service de prévention et de santé au travail en Île-de-France.
Voilà, alors Cyrielle, elle a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des risques et spécialement des risques psychosociaux. Bonjour Donc, François, bonjour à toutes et à tous. bonjour Cyrielle. Alors, tout de suite, nous allons avoir donc un échange de 30 minutes avec Cyrielle, alors où nous allons aborder donc les RPS, de quoi s'agit-il, les enjeux juridiques, que dit la loi, et les effets sur la santé des salariés et de l'entreprise, et enfin, comment agir, tant pour les salariés que pour l'employeur. Alors, nous réserverons ensuite 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, pour cela, vous pourrez directement les poser. Alors, non pas dans le chat, mais vous avez un petit pictogramme avec un point d'interrogation. Là, vous pourrez effectivement poser vos questions et nous les reprendrons et je les énoncerai à la fin, enfin, pour les derniers 15 minutes de ce webinaire. Alors, tout de suite, sans perdre de temps, Cyrielle, les RPS, de quoi parle-t-on? Merci beaucoup François. Alors oui, donc les risques psychosociaux, aussi appelés les RPS. Donc nous allons expliquer très rapidement de quoi il s'agit, une définition et surtout le cadre juridique autour de ce terme. Donc les risques psychosociaux, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il faut savoir que les RPS sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs sont liés à l'organisation du travail et également aux relations de travail. Donc il faut savoir qu'ils peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Concernant les risques psychosociaux, plus particulièrement, j'ai envie de dire les risques d'un point de vue général en entreprise, il faut savoir que oui, en effet, l'employeur a des obligations légales. Nous avons ce qu'on appelle un code du travail et qui indique notamment que l'employeur a l'obligation de s'assurer de la santé physique et mentale de ses salariés et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il a une obligation de résultat. Il doit donc mettre en place des actions pour supprimer ou limiter les risques identifiés dans son entreprise. Mais il faut savoir que les salariés ont également des obligations, puisque chaque salarié doit en tout cas prendre soin de sa propre santé, de sa propre sécurité, mais également de celle des autres, bien évidemment, toujours en fonction de sa formation et de ses possibilités, bien évidemment. Alors, peut-être une petite précision aussi pour tous nos auditeurs d'aujourd'hui, c'est que nous allons aborder effectivement qu'une partie de ces RPS. Oui, tout à fait. Exactement, François. Il faut savoir que quand on parle de risques psychosociaux, ils vont se manifester sous trois dimensions. Ce qu'on appelle les violences internes, ce sont les violences donc qui ont lieu entre des individus qui appartiennent à la même entreprise. Les violences externes, ce sont des violences qui vont être exercées contre un salarié par un ou des individus qui vont être extérieurs à l'entreprise, par exemple un public ou des clients. Et enfin, troisième dimension, le stress, ce qu'on appelle plus précisément le stress chronique, le stress professionnel. Aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser aux violences internes, aux violences externes, et on va aborder notamment la notion de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Et le stress, eh bien, on va en parler rapidement également, puisque lorsqu'on est soumis à du harcèlement sexuel ou même une agression sexuelle, bien évidemment, on va développer des symptômes du stress. Donc, il y a des éléments. Ouais, j'aime bien vos mots-clés parce qu'ils sont clairs. Oui, tout à fait. L'idée, c'est un peu d'introduire, quand on parle de violence, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit. Vous allez me confirmer, François, mais donc du coup, bah oui, qu'est-ce qui nous vient à l'idée? Les agressions, bien sûr physiques, mais aussi les agressions verbales. On parle aussi aujourd'hui d'agressions numériques, notamment maintenant avec toutes les applications qu'on peut retrouver, WhatsApp, Instagram. Le harcèlement sexuel, bien évidemment, qui est le sujet du jour, et puis également ce qu'on appelle agissement sexiste et aussi, bien sûr, le harcèlement moral. Alors, juste une chose aussi, parce que pour préparer en préparant cet entretien, on avait évoqué plusieurs sujets possibles. Et effectivement, on a choisi, hein, je dirais ensemble,
ces agissements, cette question de harcèlement. Parce que vous m'avez dit que c'est quelque chose que vous retrouvez énormément, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup sollicité en ce moment par les entreprises sur cette thématique. Tout à fait. En 2024-2025, ça a été notre sujet de prédilection, c'est-à-dire que les entreprises, c'est vraiment, au niveau des risques psychosociaux, la thématique euh, qui les intéressait principalement. Alors, pas forcément parce qu'ils étaient confrontés à la problématique, mais surtout dans cette envie de faire de la prévention primaire, de sensibiliser, et d'autant plus que les employeurs ont vraiment une obligation de sensibiliser et d'informer sur ce sujet. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors après, pourquoi aussi? Je pense que c'est peut-être l'actualité qui fait que, parce qu'on a beaucoup d'affaires en cours au niveau des médias sur ce sujet. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est important aussi d'en parler, de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des populations, peut-être d'entreprises, de populations un peu plus jeunes. C'est vrai qu'on est souvent dans cette constatation quand on va en entreprise, de personnes qui n'osent plus rien dire, plus rien faire, de peur que ce soit interdit. On va voir qu'en effet, il y a des choses qui sont bien sûr autorisées, notamment la séduction, ce n'est pas quelque chose d'interdit en entreprise, mais vraiment de différencier, voilà, qu'est-ce qui différencie, notamment la séduction du harcèlement sexuel, ce sont deux choses complètement différentes et on va voir pourquoi et comment. Mais voilà, en tout cas, on a le droit, bien sûr, on verra, je veux pas trop spoiler sur la Oui, présentation. tout à fait, tout Mais, à fait. Oui, parce qu'il y a quand même donc des savoir faire la différence. tout à fait. Et donc oui, savoir faire la différence, oui, bien en effet, hein, le lieu de travail est un espace de vie qui n'échappe pas aux inégalités de genre et aux violences sexistes et sexuelles. La lutte contre les violences sexistes et ou sexuelles, bien sûr, dans le monde du travail, passe par une bonne compréhension de ce que sont ces comportements illicites. Et vous, bien, savez-vous différencier ce type de comportement de la séduction et des propos déplacés? Donc nous allons voir ça tout de suite grâce à un quiz. Donc, nous allons vous demander une petite participation. Donc, si vous pouvez apporter la réponse, donc il suffit juste de mettre la lettre de la ou de bonne réponse. Il peut y en avoir peut-être Et plusieurs. directement dans le chat, Dans parce qu'on le a voulu chat. faire simple plutôt que de faire un sondage complexe, et ben dans le chat éventuellement, bah voilà, pour répondre à la question. Donc dans le cadre d'une conversation, vous posez à plusieurs reprises votre main sur l'épaule de votre collègue. Voilà. A, c'est une marque d'affection. B, c'est un comportement déplacé. C, c'est du harcèlement sexuel. D, c'est une agression sexuelle. Alors, c'est à vous de répondre. Alors, à vous de répondre et je vous laisse le. Ah, il y a quand même beaucoup de variantes quand même. Il y a quand même beaucoup de variantes sur le B, le C. Tout à fait. Alors, On a Cyrielle. B du C. Alors, on va voir tout de suite quelle est la bonne réponse du coup. Alors, Agnès nous dit A, B, C, D. Bon, là, Ah, bon, eh bon, bien écoutez, voilà, on va donner la bonne réponse. En effet, il s'agit de la réponse C. Oui, c'est du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, il peut prendre différentes formes, que ce soit verbal, des propos directs ou même des rumeurs, ou non verbal. Ça peut être des gestes, des attitudes, des regards, et également les attouchements, même considérés sans connotation sexuelle, une main sur l'épaule par exemple, ou dans les cheveux, placer son bras autour de vous sans consentement, peut être qualifié en effet de harcèlement sexuel. Voilà, donc ça c'est important. On verra par la suite qu'est-ce qui différencie ces gestes, pourquoi certains gestes peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel et d'autres comme une agression sexuelle. On le verra par la suite et notamment sur les zones qui différencient bien sûr du coup la connotation, est-ce que c'est du harcèlement sexuel ou une agression? alors, Cyrielle, j'ai pas fait un sondage pour savoir qui avait répondu dans les B, si on était, mais a Oui. priori, c'est autant la jante masculine que féminine. Beaucoup ont répondu le B, c'est un comportement déplacé. Alors, en effet, de toute façon, alors c'est du harcèlement sexuel, mais j'ai envie de dire que oui, c'est également un comportement déplacé, nous sommes d'accord. Mais en tout cas, ça fait preuve vraiment, ce sera considéré comme du harcèlement sexuel. Et en effet, oui, c'est également un comportement déplacé, nous sommes d'accord, et ce n'est absolument pas une marque d'affection. On évite. Alors après, j'entends là, ce qui donne un petit peu l'indice dans la question, c'est vous poser à plusieurs reprises votre main sur l'épaule. C'est pas quelque chose que l'on a fait de manière ponctuelle une fois pour rassurer peut-être un collègue qui n'allait pas bien ou autre. Mais voilà, là on a vraiment la notion de répétition et surtout
il faut toujours faire attention parce qu'on ne sait pas qui on a en face de nous, on ne connaît pas son vécu, on ne connaît pas son expérience de vie. Et peut-être qu'une main sur l'épaule, ça peut être extrêmement mal perçu par la personne et mal vécu. On ne connaît pas la vie des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos gestes. Ok. Et lorsque c'est répété, en effet, là, ça rentre dans du cadre de harcèlement sexuel, bien évidemment. Ouais, votre précision était effectivement essentielle. C'est par rapport au vécu, effectivement, par rapport à vous en tant que Oui, psychologue, de voir aussi qu'il y a des gens qui ont un vécu et que la main sur l'épaule, qui effectivement, moi j'aurais répondu également naturellement, un comportement éventuellement déplacé, mais c'est aussi la perception de l'autre. tout à fait. Une personne qui a vécu un traumatisme, une agression, on peut comprendre qu'elle vive mal cette main sur l'épaule. Et puis voilà, une personne qui va le faire à plusieurs reprises de manière insistante sur une collègue et pas les autres, par exemple aussi. Vous voyez un petit peu. Bien sûr, au-delà de cette question, il y a aussi un contexte, hein, bien évidemment. Ok. On passe à la question suivante. Allez. Allez. Alors, deuxième question, même principe. Appeler sa collègue Lanis ou son collègue Monchou. Alors, A, c'est de l'humour sans conséquence. B, c'est une marque d'affection. C, c'est un agissement sexiste. Alors, qu'en pensez-vous? Et j'en profite le temps que chacun mette les réponses. Merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. On a fait une première comme ça, de faire un quiz un peu live, mais c'est gentil à vous de vous prêter au jeu. Majoritairement, tout le monde est dans le C. Et Alors, Cyrielle, j'espère qu'on ne vous a pas perdu. Et alors là, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée si on a perdu Cyrielle. Parce que si mon invité n'est plus là, Oui, Cyrielle a un problème avec son ordinateur qui a planté. d'accord. Du coup, je vais voir si je peux trouver la présentation et partager. Alors, sinon, en attendant, donc la question c'était appeler sa collègue Lamis ou son collègue Monchou. Donc, je vois qu'il y a une majorité de C. Oui. Eh bien, effectivement, c'est bien un agissement sexiste. Donc, un agissement sexiste, ça va être tout ce qui va être lié, ça va être toutes les remarques, les blagues à connotation sexuelle en lien avec le sexe d'une personne. Et donc, un agissement sexiste, c'est vraiment prohibé par la loi. Et c'est passible d'une sanction disciplinaire dans la sphère, bien sûr, professionnelle. Donc, on continue nos quiz. Donc, proposez à un ou une collègue qui se montre sensible à vos invitations d'aller prendre un verre après le travail en tête à tête dans un cadre intimiste. Donc, A, c'est un agissement sexiste. B, c'est de la séduction. C, c'est du harcèlement sexuel. Alors, même chose, on va vous laisser Il y a une chacun répondre. majorité de B, visiblement. Il y a majoritairement B Des et B. du C. Alors, Alors, la réponse, c'est la réponse B, hein, c'est de la séduction. Effectivement, hein, quand on parle de séduction, il y a cette notion les deux personnes sont sur le même pied d'égalité. Euh, il y a du respect et dès lors qu'une personne va prendre le dessus sur l'autre, là, on va parler de harcèlement sexuel. On veut pas vous faire peur, hein, le but, la séduction, il faut savoir que en tout cas en Île-de-France, un couple sur trois se forme au travail. Donc c'est normal qu'il y ait de la séduction, mais attention de toujours avoir cette notion de respect, de réciprocité, hein, puisque dès lors qu'une personne va insister et que l'autre personne en face montre son refus, hein, que ce soit physique ou verbal, là on peut entrer effectivement dans du harcèlement. La suite. Alors, parmi ces situations, quelles sont celles qui relèvent de harcèlement sexuel? Il peut avoir plusieurs bonnes réponses, hein. Malgré son refus, une femme insiste pour sortir avec un homme. Un ou une manager raconte régulièrement à une collègue des blagues sexistes qui le ou la mettent mal à l'aise. Un salarié pose à sa manager tous les lundis des questions personnelles intimes concernant son week-end. Des collègues font des remarques répétées sur la tenue d'un ou d'une collègue, pantalon moulant, par exemple, ce chemisier met ton décolleté en valeur. Et eux, un ou une salariée dévisage avec insistance son ou sa collègue à chaque fois qu'il ou qu'elle passe devant son bureau.
Alors, d'après vous, Donc après, entre les toutes et ABCD, alors alors j'ai l'impression que là, il y a une majorité quand même, tout le monde est d'accord pour répondre que c'est toutes. alors Ouais. le 1 n'était pas forcément, mais la réponse alors, c'est Et vraiment toutes. exactement. Alors là, dans la plupart, hein, dans toutes les réponses, on a une notion de répétition. Dès lors qu'il y a une répétition, on peut parler de harcèlement sexuel, hein, malgré son refus. Donc là, il y a cette notion d'insistance. Raconte régulièrement, pareil. Euh, un salarié pose à sa manager tous les lundis. Des collègues font des remarques répétées. Et un salarié dévisage avec insistance à chaque fois qu'elle passe devant son bureau. Donc là, cette notion de répétition, on est bien dans du harcèlement sexuel. Alors, que dit la loi, du coup, voilà. Juridiquement, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont encadrés par des articles, hein, du Code du travail et du Code pénal. Tout à l'heure, il y avait une question concernant la jurisprudence. Effectivement, hein, quand on parle de harcèlement, on parle du Code du travail, du Code pénal, et ça peut être aussi sanctionné par votre employeur. Donc, ces pratiques y sont abordées précisément et il faut se référer aux contours légaux qui permettent donc d'exclure toute subjectivité et de partager une définition collectivement acceptée. Pareil, quand on parle d'agissement sexiste, hein, souvent les personnes sont un petit peu étonnées que en entreprise soient prohibés les petits surnoms, mon chou, mamie, la miss, etc. Puisqu'effectivement, chacun a des relations, hein, peut être proche de ses collègues, mais dans le code du travail, hein, c'est indiqué que tous ces comportements-là sont prohibés. Donc, pour les définitions, hein, on l'a un petit peu vu, hein, mais toujours pour les agissements sexistes. Donc, les agissements sexistes sont liés au sexe d'une personne. Ça va être toutes les remarques, les blagues, qui vont avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de quelqu'un, hein, ou de créer un environnement qui soit un petit peu intimidant, voire humiliant. Il existe trois types de sexisme. Vous avez tout d'abord le sexisme bienveillant. Donc là, ça va être des propos, des attitudes qui vont créer des différences, mais on va dire dans le sens positif. C'est-à-dire, euh, les hommes vont avoir des gros bras et donc ils vont pouvoir porter des charges lourdes. Et les femmes, elles, sont plutôt à l'écoute, donc c'est plutôt elles qui vont prendre les notes, par exemple. On appelle ça du sexisme bienveillant. Vous avez le sexisme masqué, pardon. Donc, on affiche publiquement une opinion qui est favorable à l'égalité des sexes, mais dans les actes, on voit que cela est différent. On va parler de sous-valorisation des collègues féminines, par exemple, euh, ou des comportements qui vont être poussés à l'échec. Donc ça va être du sexisme masqué. En public, on est pour l'égalité des sexes, mais dans la réalité des choses, c'est différent. Et ensuite, vous avez le sexisme hostile. Donc là, ça va être vraiment une opinion qui est négative et défavorable à l'égard des hommes et des femmes. Et là, c'est exprimé ouvertement, hein. La personne ne s'en cache pas du tout. Donc, ces trois sortes de sexisme sont bien évidemment prohibées par la loi. Mais Ensuite, oui, sachant qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui est alors je vais prendre ma casquette, la casquette masculine, parce que euh, c'est peut-être le plus délicat. Est-ce que c'est pas la question du sexisme bienveillant? effectivement, ça pose vraiment C'est pas lié problème. aussi à une question de, enfin, je sais pas, est-ce que là, on n'a pas quand même des difficultés, je dirais, euh, parce que là, on est un peu dans une perception, non? C'est pas un peu c'est pas difficile quand même à Oui, aller rechercher l'argument qui va être l'argument d'autorité? bien sûr, le sexisme bienveillant, en fait, il est dans la vie de tous les jours, il est présent, il faut le dire, il est là constamment. Mais c'est un sexisme qui existe et qu'il faut prendre quand même en compte. Mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, c'est difficile de le repérer. Bien sûr que s'il y a une charge lourde, on va plus demander aux hommes qu'aux femmes. Mais voilà, il faut pas que ça devienne quand même la norme et c'est des choses qu'il faut essayer au quotidien de repérer pour les éviter. D'accord.
Oui, j'avais la discussion avec Cyrielle, justement, où la question, alors là, j'ai une collègue qui m'a dit, François, attention, parce que tu vas te faire trucider. Alors, la question où souvent, par exemple, alors, je vais peut-être est-ce que c'est vraiment un sexiste bienveillant si je dis, la femme a une sensibilité qui permet justement, qui est tout à fait bénéfique et qui est, on va dire, je le mets comme une compétence, parce que c'est une compétence d'avoir une vision sur un certain nombre de choses que l'homme éventuellement ne peut pas avoir. Est-ce que là, on est dans du sexisme? Oui, complètement. Parce que on peut attribuer cette caractéristique aussi aux hommes. Ce n'est pas lié qu'à la femme. Mais effectivement, ça, c'est du sexisme bienveillant, d'attribuer une caractéristique à un sexe bien particulier. Ok. Donc clairement, c'est un risque qui va pouvoir amener effectivement justement, où on va pouvoir risquer de rentrer dans ces questions d'RPS, où on va pouvoir créer quelque part un trouble. C'est un peu le Oui, problème. exactement. Et je vois dans le chat, est-ce que la galanterie peut être considérée comme du sexisme? Alors non, puisque on va partir du principe que la galanterie, on va dire, c'est peut aussi du respect. Si un homme, par exemple, tient la porte à une femme, je pense qu'il va tenir tout de même la porte si c'est un homme. Donc non. Ok. Donc, il y a peut-être une question voilà, peut-être aussi générationnelle. Voilà, je suis maintenant entré dans le clan des vieux. Alors peut-être qu'il y avait des choses qu'on faisait comme ça. Mais bon, Alors j'arrête les commentaires parce qu'on va vraiment, non, voilà, mais je vais être à côté je vais être à côté du sujet. il y a une vraie question de génération, puisqu'auparavant, apparemment, c'était bien vu qu'un homme fasse un petit clin d'œil à une femme, la siffle dans la rue. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne pourrait plus accepter. Oui, oui, mais là on a passé enfin on est passé dans enfin dans un autre stade. Bien Bon. sûr. Alors du coup, la loi, elle nous dit quoi? Alors, la loi concernant le harcèlement sexuel. Vous avez deux sortes de harcèlement sexuel. Vous avez tout ce qui va être propos, comportement à connotation sexuelle ou sexiste répété, hein. Deux agissements sexistes sont caractérisés comme du harcèlement sexuel. Donc, tous ces comportements, ils vont porter atteinte à la dignité de la personne puisque, pareil, hein, ça va instaurer un environnement intimidant, humiliant. Donc là, vous avez la notion de répétition. Par contre, vous avez un deuxième type de harcèlement sexuel. Là, c'est ce qu'on appelle la promotion canapé. Ça peut faire sourire, mais c'est des choses qui existent encore. Tu couches avec moi et tu auras une promotion. Donc là, il n'y a pas besoin de répétition. Même sans répétition, donc là, c'est de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Dans les deux cas, cela peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et ça peut être porté jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende selon certaines conditions. Par exemple, si le harcèlement a été fait par un manager, si c'est sur une personne qui porte un handicap, par exemple, voilà, certaines conditions. Ok. Ensuite, vous avez l'agression sexuelle. Donc, on voit un petit peu une pyramide, hein. On commence par les agissements sexistes. Si on laisse faire, vous avez le harcèlement sexuel et ensuite, vous avez l'agression sexuelle. Donc, l'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur 5 parties du corps. Vous avez la bouche, la poitrine, les fesses, l'intérieur des cuisses et le sexe. Alors, ça, c'est ce qui est décrit voilà, dans le code la loi, pardon. Il faut savoir que c'est les 5 zones qui sont décrites. Cependant, il peut y avoir des situations où, voilà, il y a eu un geste, une caresse dans le bas du dos. Ça aussi, ça a pu être caractérisé comme une agression sexuelle. Donc là, d'office, si ça touche ces 5 zones-là, c'est une agression sexuelle, mais en fonction des situations, ça peut être aussi caractérisé comme une agression sexuelle. Donc là, pareil, hein, une peine de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et qui peuvent être aggravées en fonction des circonstances. Et ensuite,
ça peut être caractérisé, hein, vous avez au-dessus de l'agression sexuelle, du coup, le viol. Donc là, ça consiste à un acte de pénétration sexuelle ou tout autre acte bucco-génital. Et donc Je vous pose là, bien sûr, il n'y a pas de effectivement. besoin de répétition, hein. Oui, voilà pour cette slide-là. Donc, les effets que tout ça hein, peut avoir, c'est important de prendre tout ça en considération parce que ça peut avoir des impacts très graves, comme on l'a vu sur la vidéo, hein, sur la santé des salariés, donc sur l'individuel, le collectif, mais finalement aussi sur toute l'entreprise. Donc là, c'était la petite vidéo qu'on a eue en début, Voilà, au mais la début de vidéo, je la crois qu'elle a été présentation. partagée. Voilà, tout à fait. Mais cette Donc, vidéo, d'ailleurs, je vous invite vraiment, on va vous remettre le lien dedans, mais je vous invite vraiment à la voir parce que elle est extrêmement bien faite et ça permet en 3 minutes, vraiment de se remettre vraiment dans un contexte professionnel et elle peut être intéressant à partager. Merci, Elisa. Voilà, vous l'avez du coup, Elisa vient de la remettre dans le lien dans le chat. Oui, alors les effets du stress sur l'individu. sur l'individu. Comme on l'a vu au tout début, hein, Cyril expliquait que vous avez trois situations de risques psychosociaux, les violences internes, les violences externes et les situations de stress. Dans tous les cas, si on ignore les risques psychosociaux, si on ignore le harcèlement et toutes les situations qui peuvent en découler, vous pouvez ressentir du stress, que ce soit sur vous, vous pouvez le ressentir sur vos collègues. Et en fait, là, ça va être tous les signaux faibles que vous pouvez repérer sur vous mais aussi sur vos collègues. Donc les signaux faibles, ça représente les troubles cognitifs. Vous pouvez avoir par exemple des pertes de mémoire, des oublis, vous pouvez avoir une difficulté à prendre des initiatives, votre attention qui baisse, des difficultés à vous concentrer. Vous pouvez avoir des troubles émotionnels aussi. Un salarié qui va être un petit peu irritable, qui va se sentir un petit peu agacé pour tout, qui va montrer son mécontentement alors que d'habitude c'est quelqu'un d'assez calme. Vous pouvez avoir des troubles physiques, par exemple les troubles musculo-squelettiques, des douleurs au cou, au dos, des troubles du sommeil. Parfois, peut-être que vous pouvez vous endormir un petit peu stressé, vous réveiller avec le dos bloqué ou le cou bloqué. Là, c'est votre corps qui parle, qui vous envoie des signaux. Le plus important, c'est d'écouter ces signaux-là, écouter votre corps. Et enfin, des troubles comportementaux, hein, ça va être tout changement de comportement. On dit, dès qu'il y a un changement de comportement, ça doit vous alerter. C'est bien aussi d'en faire part, du coup, si vous remarquez ça chez votre collègue, de lui dire, bah voilà, je me rends compte que tu ne manges plus avec nous le midi, ou que tu arrives un petit peu en retard, que tu es un petit peu plus, tu fais plus d'erreurs, tu deviens plus agressif. C'est important de le remonter à la personne, puisque souvent, une personne qui est en souffrance, c'est quelqu'un qui ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Donc, toujours de parler avec bienveillance. Donc voilà, ça, c'est des signaux que vous pouvez repérer chez vous, mais aussi chez vos collègues. Voilà, c'est important de prendre en compte euh, au niveau individuel, puisqu'on se rend compte que quelqu'un qui va être mal au travail, un individu, mal au travail va avoir un impact sur le collectif, puisque quelqu'un qui va avoir des symptômes de stress, hein, comme je viens de vous expliquer, des troubles du sommeil, des TMS, ça peut être quelqu'un aussi qui va être un petit peu désinvesti professionnellement, qui va s'isoler et qui va peut-être, suite à ce mal-être-là, se mettre en arrêt maladie. Quelqu'un qui va être en arrêt maladie, ça va être un salarié qui ne sera pas là et donc une charge de travail qui va sûrement augmenter pour les collègues et donc avoir un impact sur le collectif. Et donc, si le collectif est un petit peu mis à mal, si on ignore un petit peu toutes ces questions de stress, de harcèlement, de violence en interne, il peut avoir une baisse de la créativité, une dégradation du climat de travail. Ça aussi, c'est important. Il peut avoir un désengagement, un rejet aussi de la victime, hein, la personne qui est concernée, avec une démotivation et des violences qui sont de plus en plus importantes. Et un collectif qui sera mal, eh ben, ça sera l'image et l'entreprise qui sera mise à mal, puisque maintenant, on peut facilement voir s'il fait bon vivre dans une entreprise, hein, avec toutes les notes qu'on peut trouver sur différents sites internet. Eh ben, on peut calculer l'absentéisme, le turnover, une entreprise qui va perdre un petit peu de productivité avec des clients qui vont être insatisfaits. Un risque économique peut-être et aussi, comme je disais, un risque d'atteinte à l'image de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en compte rapidement et dès le début les micros-agissements.
Il faut les repérer tout de suite. Il faut rien laisser passer, puisque si vous laissez passer, c'est comme la pyramide que je vous ai dit tout à l'heure. Vous commencez par les agissements sexistes et ensuite, eh ben, ça s'accentue avec du harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, voire le viol. Donc, des micros agissements sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle, ça peut avoir un macro impact, comme je vous l'expliquais, sur l'individu, le collectif, mais aussi toute l'entreprise. Eh bien, comment agir? Je suis employeur. Le but, c'est de prévenir, de réagir et de sanctionner. Donc, de prévenir comment? Vous avez le document unique. Vous avez la déclaration unique, le règlement intérieur, l'affichage obligatoire, qui parle du coup d'harcèlement sexuel et d'harcèlement moral aussi. Vous pouvez faire de la sensibilisation, hein. Nous, en tant que service de santé au travail, on propose des sensibilisations au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Et là, vous prenez en compte, du coup, eh ben, votre devoir de prévenir les risques dans votre entreprise. Vous pouvez aussi, si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés, désigner un référent et aussi un référent au sein du CSE. Et vous pouvez avoir des communications sur, voilà, qu'est-ce que le harcèlement et aussi informer qui sont vos référents en interne. Ça, ceci, c'est important. Nous, souvent, quand on va en entreprise et qu'on parle de harcèlement sexuel, agissement sexiste, les personnes ne savent pas qu'il y a des référents en entreprise. Donc, c'est bien de faire une petite communication là-dessus. Oui, que les gens savent facilement, qu'il faut que les salariés puissent trouver l'information facilement. Bien sûr, c'est ça, exactement. Et souvent, les personnes aussi, les salariés ne savent pas où est l'affichage obligatoire. Donc, c'est important aussi de rappeler où est l'affichage obligatoire avec notamment le règlement intérieur, le numéro de la médecine du travail. Très important. Je vois que Cyril est de retour parmi nous. Est-ce que tu veux reprendre la main ou je continue tranquillement? Oui, je vais reprendre la main, Mathilde. Merci. Heureusement que tu étais Pas notre de plan souci. B. On a eu un problème de réseau et l'ordinateur ne fonctionnait plus. Je n'avais plus aucun réseau. Donc, heureusement, on a toujours un plan B. Sinon, ce serait des psychologues en état de stress. Ce serait quand même un gros comble. Merci, Mathilde. Tu nous as sauvés. Donc, Oui, dernière, merci prochaine infiniment. étape. Donc, Mathilde nous a expliqué comment prévenir. L'idée, c'est comment réagir. L'idée est vraiment de faciliter le signalement, de connaître les coordonnées des référents, comme l'a bien expliqué Mathilde, des référents harcèlement sexuel et agissement sexiste, et des interlocuteurs en interne et en externe. Il existe aussi notamment des associations. On peut mettre également les liens, les coordonnées. Comment réceptionner? L'idée, c'est aussi de réceptionner le signalement et bien sûr d'analyser chaque situation. Et il faut réaliser ce qu'on appelle une enquête en cas de suspicion de harcèlement sexuel. Elle est obligatoire si l'employeur est saisi par un membre du CSE, mais honnêtement, elle est très fortement recommandée si c'est via un autre canal, par exemple par un autre salarié qui n'est pas membre du CSE. On le prend en compte et on réalise tout de même l'enquête parce que dans un second temps, le CSE sera contacté et c'est lui qui fera la demande. Donc on n'attend pas et on fait l'enquête tout de suite. Bien sûr, suite à cette enquête, il y a ce qu'on appelle une rédaction d'un rapport d'enquête. Mais alors, très clairement aussi, Oui. parce qu'on a un auditoire de différents types, de différentes dimensions d'entreprise. Tout le monde n'a pas un CSE en fonction de la taille de Oui, l'entreprise. c'est à Sans partir ça, de 11 la salariés. DRH. Tout à fait. Donc ça peut Donc, être directement ou c'est la partie RH, c'est une partie RH, c'est plus directement le. Parce que c'est des sujets quand même qui sont, enfin je sais pas, vous qui en avez plus l'habitude, on pourrait dire, est-ce qu'on peut pas dire que ce sont des sujets un peu touchy? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même il peut pas y avoir quelque part des difficultés, des risques d'ouvrir une boîte de Pandore? Est-ce que c'est pas aussi un risque d'avoir peut-être alors je vais jouer l'oiseau de mauvais augure, mais quelque part, c'est vrai, on parlait des gestes déplacés tout à l'heure, etc. Et puis, bien sûr, je me suis saisi du sujet, certainement bien maladroitement. Mais est-ce qu'on risque pas aussi d'amener aussi un conflit? Il n'y a pas un risque d'amener un conflit aussi un peu à l'intérieur de l'entreprise? alors oui, on l'a vu, en effet, quand c'est un individu, c'est l'équipe, hein, c'est le collectif ensuite qui est impacté, bien évidemment. Quand il y a une enquête, notamment, on va le voir. Bah, du coup, c'est juste après qu'on explique vraiment le déroulement de l'enquête et par rapport surtout au rapport. Mais en effet, quand il y a l'enquête, notamment, la personne qui va être suspectée, on la met à l'écart.
pour Ok. libérer la parole des membres de l'équipe, surtout parce qu'il faut qu'il y ait leur témoignage, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des témoins, notamment directs, peut-être des faits, ou ce qu'on appelle des témoins indirects, qui n'ont pas forcément assisté au harcèlement sexuel ou voire l'agression, mais en tous les cas, il peut y avoir des témoins indirects, des témoins de personnes qui ont vu, par exemple, l'état de santé de la présumée victime se dégrader au fil du temps ou ce genre d'éléments. Donc ça, c'est très important. Et notamment, il peut y avoir d'autres victimes. C'est pour ça qu'on met à l'écart le suspect, le temps de l'enquête, soit il peut être suspendu, il peut être en télétravail, il peut être payé mais rester chez lui, mais en tout cas le temps de l'enquête. Ensuite, par rapport au fait qu'on n'ait pas de membre de CSE parce qu'on est une entreprise de moins de 11 salariés, oui, en effet, ce qu'on peut conseiller, c'est de toute manière qu'il y ait une démarche. De toute façon, il y a une obligation pour toutes les entreprises d'avoir un affichage et donc, bien sûr, l'affichage, il est obligatoire en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Et cet affichage, bien sûr, il va indiquer les sanctions applicables, les éléments, mais on peut se dire qu'il peut également indiquer qui contacter en cas de fait. Et ça peut être, souvent, c'est la personne qui est un petit peu responsable des ressources humaines, en tout cas, même si on est dans une petite entreprise, la personne qui s'occupe de l'administratif, ou voilà. En tout cas, essayer quand même de nommer une personne ou de donner les coordonnées pour faciliter, bien sûr, en cas de fait, pour savoir ce que la victime, enfin, qui elle doit contacter et ce qu'elle peut faire. Ça, c'est important. Mais en effet, il n'y a pas d'obligation de nommer un référent à partir de moins de 11 salariés. Il est vrai. Donc, le rédaction de l'enquête, voilà. La dernière étape, et bien sûr, ça va être de sanctionner, bien évidemment. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va se retrouver avec le rapport qui va conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel. Donc là, bien évidemment, l'idée va être de sanctionner l'auteur de harcèlement sexuel, parce que, en effet, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Bien sûr, la sanction, elle doit être proportionnée à la faute commise et on accompagne la victime, j'ai même envie de dire, on accompagne toute l'équipe, hein, bien évidemment, qui va être impactée. Et l'autre possibilité, c'est que le rapport ne conclut pas à l'existence de harcèlement sexuel. Dans ce cas-là, l'idée, ce n'est pas de sanctionner l'auteur du signalement, sauf si, bien évidemment, c'est de la mauvaise foi de sa part. Et j'ai même envie de dire que si c'était volontairement pour nuire à la personne, ça peut être aussi considéré comme du harcèlement moral. Et bien sûr, la poursuite des relations de travail, bien sûr, il y aura j'ai envie de dire, un accompagnement à faire au niveau de l'équipe qui sera fortement perturbé par cette enquête et par les faits, bien évidemment. Donc, il y aura un travail à faire. Ce que je voudrais préciser également, c'est lorsque on est face à ce type de situation, donc lorsqu'on va mener une enquête de harcèlement sexuel, il faut savoir que la victime, elle a deux possibilités. La première, bien sûr, c'est toujours d'alerter au niveau de l'entreprise, puisque c'est l'employeur qui est responsable. Mais il peut également, la victime peut également porter plainte. Ça aussi, il faut le savoir. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle ne peut que lancer une alerte auprès de son employeur sans forcément porter plainte. Mais elle peut le faire et dans ce cas-là, une enquête judiciaire se fera en parallèle. La police enquêtera en parallèle de l'enquête de l'entreprise. Et donc, si vous êtes témoin, qu'est-ce que l'on va conseiller? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de réagir immédiatement en dénonçant le comportement inapproprié, de proposer une aide et de soutenir la victime, et bien sûr d'alerter la hiérarchie et l'employeur. Si vous êtes témoin, vraiment, d'alerter, c'est important, et peut-être d'apporter son aide à la victime en lui conseillant notamment d'aller voir le référent harcèlement ou de lui réexpliquer la démarche, de lui conseiller aussi potentiellement d'aller voir le médecin du travail ou son médecin traitant si besoin. Et si vous êtes vous-même victime, alors, eh bien, le conseil ultime, c'est de réagir dès les premiers faits. Ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsqu'on est dans ce type de situation, il peut y avoir un sentiment de se dire, bah, ça va s'arranger, ou il peut y avoir un fort sentiment de culpabilité aussi de la victime. Et donc, la prise de conscience, elle va être difficile. Mais il faut se dire que malheureusement, on n'a pas de baguette magique et ça ne va pas s'arranger seul par magie. Et bien souvent, on se rend compte dans les faits que ça va être crescendo et que les faits vont s'aggraver. Donc, il faut signaler à son employeur et ne pas attendre dans le temps, ne pas attendre que ça s'aggrave. Et il faut se faire accompagner donc par les ressources humaines, le référent CSE, la personne de confiance, j'ai envie de dire, dans l'entreprise. Ça peut être également nous, le service de santé au travail, bien évidemment. Et puis, il faut faire valoir ses droits et sa protection, ça, c'est essentiel. Voilà. Alors, on a des questions, sachant qu'on va essayer d'être le plus
le plus efficace que possible Et oui, on a dans été pris par cette un vrai partie. problème, voilà, donc tout à fait. Voilà. Alors, j'en profite parce que Laure, il y a Laure, j'ai vu vraiment dans un type de harcèlement flagrant, Oui, elle en réfère au RH. Le RH oui. dit, oh, bon, c'est pas très grave. Alors, à partir du moment où, voilà, comme on dit, il y a une suspicion de harcèlement sexuel, on est toujours dans la suspicion au démarrage, hein. Il faut qu'il y ait une enquête, hein, comme je le disais. Alors, on l'a vu dans les obligations, si c'est un salarié qui va avoir directement la direction, il n'y a pas une obligation de déclencher l'enquête. Mais si c'est un membre du CSE, c'est une obligation. Alors, j'ai envie de dire, si on va voir la RH, qu'on lui explique les faits, qu'elle est plutôt dans le déni, qu'elle minimise, eh bien, dans ce cas-là, on va s'adresser à un membre du CSE. Et là, l'enquête sera obligatoire. Mais comme je le disais, à partir du moment où on va alerter la direction en premier lieu, sans passer par le CSE, c'est fortement recommandé de déclencher l'enquête. De toute manière, il n'y a que l'enquête qui permettra d'avérer les faits ou pas. Donc ça, vraiment, donc j'ai envie de dire, eh bien, on va voir les membres du CSE, pour le coup, si la RH et si on n'a pas de CSE parce qu'on est moins de 11 salariés, eh bien, on a aussi des droits, bien évidemment. Il y a d'autres instances, hein. Si on va alerter qu'on n'est pas entendu, il y a l'inspection du travail, il y a le médecin du travail. Donc voilà, il ne faut pas oublier les autres instances. OK. Véronique qui nous demande que faire quand le rapport d'enquête établit que certains salariés ne souhaitent pas témoigner. On se retrouve à être parole contre parole. Que faire? Alors, il faut savoir que dans un cas d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, on n'est jamais parole contre parole. C'est un dossier face à un autre dossier. Et ce qu'on appelle des faits, des preuves, ce ne sera pas forcément quelque chose de direct, c'est-à-dire un témoin qui aura assisté à la scène directement. Des faits, ça peut être notamment un compte-rendu du psychiatre ou du psychologue ou même du médecin traitant qui atteste de l'état de dégradation de la victime et qui présente des symptômes similaires à ceux d'une victime qui souffrirait d'une agression ou de harcèlement sexuel. Ça peut être les faits, ça peut être également des témoignages indirects. Je vais vous donner un exemple très concret d'une affaire. C'était une salariée qui s'était faite agresser par son responsable. Alors, on peut penser que c'est en dehors du temps de travail, c'était lors d'un congrès, c'était le soir à l'hôtel pendant cette période de congrès. Or, il s'agissait bien de l'employeur qui était responsable dans le sens où ça arrive quand même dans un moment, non pas d'heure de travail, mais dans le cadre du travail. Et il faut savoir que cette salariée, bah, dès que les faits se sont produits, elle a envoyé un message, un SMS à sa meilleure amie en spécifiant que bah, il s'était passé quelque chose de grave, qu'elle n'était pas bien, qu'elle savait pas quoi faire. Et ce SMS a permis de servir justement de preuve, de fait. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments qui peuvent, parce que ça permet de corroborer dans notamment le temps des faits. Ça a permis aussi de révéler l'état de santé suite à ce qui s'était passé. C'était avéré dans le SMS. Donc vous voyez, les preuves, elles peuvent prendre différentes formes. Et aussi, c'est vrai que dans un tel cas, une vidéo aussi, si on n'a aucune preuve, une vidéo ou même un enregistrement vocal pourrait servir de preuve à condition on n'ait pas d'autres preuves. Donc ça, il faut le savoir aussi parce qu'on entend souvent dire que non, c'est interdit de filmer quelqu'un sans son consentement ou d'enregistrer. Si on n'a pas d'autres preuves, ce sera considéré comme une preuve. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours un dossier face à un autre dossier. Et il peut être aussi intéressant peut-être de rappeler des personnes qui sont parties de l'entreprise, parce que peut-être qu'il y a des victimes parmi eux, ou peut-être des témoins, ou savoir aussi pourquoi est-ce qu'ils sont partis notamment. Donc ça peut être aussi très intéressant, mais on comprend que c'est toujours délicat parce que les personnes qui travaillent dans l'équipe, peut-être qu'il y en a qui ont peur de parler, hein, donc c'est vrai qu'il faut aussi tout mettre en œuvre pour faciliter, pour libérer la parole, hein, comme je le disais. Le présumé suspect, on l'écarte lors de l'enquête pour pouvoir libérer justement la parole. Et on rassure aussi les salariés sur le fait qu'il n'y aura pas de représailles et que ça reste anonyme aussi leur témoignage. Cyrielle, il va falloir faire très très vite. Oui, Allez, très je vite. crois, allez, vite pour ne pas quand même, parce qu'après tout le monde va me harceler en me disant on veut aller manger. Est-ce que mettre le suspect doit est-ce que mettre le suspect doit être est-ce que le suspect doit être obligatoirement mis à l'écart? Alors, est-ce que c'est obligatoire? Non, je dirais. Alors après, je ne suis pas juriste, hein, donc attention, mes réponses, je donne en fonction de mes connaissances, toujours, hein, bien évidemment. Mais l'employeur doit prendre les mesures pour assurer en fait la sécurité de la victime. Et c'est pour ça qu'on dit de mettre
en fait le suspect à l'écart. C'est dans ce cadre-là de préserver en fait la victime. On ne met pas la victime à l'écart, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, après de dire que clairement il y a une obligation, on doit suspendre le suspect, non. D'un point de vue de la loi, non. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a comme obligation? C'est d'assurer la sécurité de la victime. Voilà. Donc, de ce fait, par tout moyen possible, hein, j'ai envie de dire, voilà. J'en profite pour répondre tout de suite à une question de Justine qui pose la question pour le mail, pour la partie mail de Cyrielle. Le plus simple, c'est que vous allez recevoir donc demain matin des remerciements pour avoir participé au webinaire. N'hésitez pas, vous aurez l'adresse mail aussi d'Inforisque. N'hésitez pas à poser votre question et on la fera passer à Cyrielle et qui pourra vous Oui, contacter j'y directement. répondrai en vous donnant tout un tas d'éléments. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc le support de présentation, on a vu. Eh ben, écoutez, alors il y a Laure qui revient avec. Je vais quand même lire alors c'est un témoignage. Ce n'est pas une question, mais un témoignage. Pour en avoir discuté avec la médecine du travail de mon nouvel emploi, les victimes de harcèlement moral ou sexuel gagnent tellement peu face à un tribunal qu'il vaut mieux quitter son emploi pour ne pas se détruire psychologiquement, car la plupart des victimes ont du mal à s'en remettre. Alors, il est vrai que les statistiques, hein, malheureusement, 94% des plaintes pour harcèlement sexuel au pénal sont classées sans suite. Donc ça, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, de toute façon, il y a une obligation de l'employeur de mener cette enquête en interne, puisque l'employeur est responsable, hein, bien évidemment. Et donc, il y aura plus de chances d'aboutir avec l'enquête, j'ai envie de dire, dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, que malheureusement une plainte en parallèle. En tous les cas, comme je le disais, voilà, c'est jamais parole contre parole, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. On peut aussi se faire aider par des associations, ne pas hésiter à le faire, notamment l'AVFT, hein, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Il y a d'autres instances, hein, voilà. Donc surtout ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, d'aller voir un juriste parce qu'on peut aussi avoir des conseils sur comment monter le dossier, quelles preuves récolter. Il faut aussi faire attention parce que oui, c'est très délicat. Il faut savoir que c'est pour ça qu'on ne conseille pas non plus d'attendre dans le temps. Le harceleur, pour avoir un moyen de défense très bien organisé, hein, sous ses traits de manipulateur, il peut clairement, oui, en effet, euh, faire en sorte que la salariée, enfin en tout cas dénoncer des erreurs qui sont pas forcément vraies, ou en tout cas en parallèle du harcèlement sexuel, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle du harcèlement moral. Et la victime du coup aura encore plus de mal à parler parce qu'en fait, elle va être accusée de commettre des erreurs ou ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être très délicat. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de et en effet, si c'est trop tard et qu'il faut quitter l'entreprise, c'est malheureux et c'est pas ce qui doit arriver parce que le harceleur, lui, sera toujours là. Et demain, il y aura d'autres salariés, peut-être d'autres victimes. Et c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de pouvoir alerter. Maintenant, ce qui compte, c'est la préservation des salariés. Donc, si pour la personne, il faut quitter l'entreprise, il faut qu'elle se préserve. Ça, c'est quand même le plus important, bien sûr. Oui, c'est ce que disait Laure là-dessus, c'est ce qui est le plus Tout à fait. important. Et je pourrais apporter de l'eau à votre moulin, Laure, puisqu'il se trouve qu'on a dans les salariés un homme qui là, alors c'est pas du harcèlement sexuel, mais c'était du harcèlement moral, et puis qui a préféré effectivement quitter son emploi pour éviter d'être détruit psychologiquement, parce qu'effectivement, ce sont des éléments qui peuvent malheureusement prendre beaucoup de temps. La justice prend du temps, et par contre, c'est vrai que notre cerveau a peut-être plus de mal, ou notre cœur a peut-être plus de mal. Enfin, lui a besoin d'action immédiate, de reconnaissance, et choses voilà, on n'a pas les mêmes temps que celui de la justice. Voilà. Il est largement de temps. Pardon à tous. Un grand merci. Vous êtes encore très nombreux à être restés avec nous en ligne. Encore 1000 excuses pour les petits contretemps. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci beaucoup à Mathilde Merci à vous, aussi merci pour beaucoup. Et l'intervention. surtout, prenez bien soin de vous. Un grand merci, Cyrielle. N'oubliez pas, inforisque.fr, vous avez tous les éléments. Et encore une fois, on ne vous oublie pas, on vous envoie un petit mail, les liens seront dedans. Voilà. Et puis, n'oubliez pas les prochains webinaires, parce qu'il y a quand même aussi quelques webinaires qui vont être encore passionnants à venir. Merci beaucoup. Un bon appétit à tous. Au revoir, bon appétit à tout le monde. Belle journée à vous. Merci.
Thank you.